J'avais à peine 8 ans lorsque j'ai découvert que mes parents adoptifs me filmaient nus pendant nos moments intimes et que ces vidéos étaient en réalité la véritable raison pour laquelle ils m'avaient adopté. Bonjour à tous, je m'appelle Marguerite, mais tout le monde me connaît sous le nom de Mamie Mag. J'ai 74 ans et je suis née ici à Toulouse, en 1950. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus de 60 ans. Une histoire que je n'ai jamais osé partager, même avec mes propres enfants. Si vous me regardez en ce moment, je vous invite à laisser un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère, car votre soutien me donne le courage de parler de souvenirs qui restent douloureux rien qu'à y penser. Avant de commencer, j'ai une excellente nouvelle. L'équipe de la chaîne m'a demandé de vous annoncer que nous avons atteint l'objectif de 65 000 abonnés cette semaine. Pour remercier tous ces chers abonnés de France et d'ailleurs, nous organiserons un tirage au sort de 250 €. Pour participer, il faut être abonné à la chaîne, activer la clochette, aimer cette vidéo et commenter quelque chose sur votre vie. Dites-nous combien d'enfants vous avez, d'où vous nous regardez, ou simplement quelque chose qui vient du cœur. Le tirage aura lieu à la fin du mois, alors ne le manquez pas. Mon histoire commence de façon très différente de celle de la plupart des enfants. J'ai été adoptée à l'âge de 4 ans, en 1954. Ma mère biologique était très jeune. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle m'a eue et elle n'avait pas les moyens de s'occuper de moi. Elle m'a laissée dans un foyer d'accueil ici à Toulouse avec une petite lettre où elle exprimait son souhait que j'aie une vie meilleure que celle qu'elle pouvait m'offrir. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Madame Dubois et Monsieur Henri, mes parents adoptifs. C'était un samedi matin. Le soleil brillait comme il sait si bien le faire dans le sud-ouest. Madame Dubois était une femme grande, aux cheveux noirs toujours attachés en chignon serré, avec des yeux sombres qui semblaient lire au travers des gens. Monsieur Henri était plus petit, un homme silencieux qui travaillait dans un magasin de tissus au centre-ville. « Voici Marguerite », dit la responsable du foyer. C'est une fillette sage et obéissante. Je me souviens que Madame Dubois m'a observée d'une manière étrange, comme si elle m'évaluait et me jaugeait. Elle a passé sa main dans mes cheveux, levé mon menton pour examiner mon visage et même vérifier mes dents. À l'époque, j'ai pensé que c'était de la tendresse, mais aujourd'hui je comprends que ce n'était pas le cas. Elle fera l'affaire, a-t-elle simplement déclaré. Monsieur Henri n'a rien dit, il s'est contenté d'acquiescer. Il avait toujours un vieil appareil photo suspendu autour du cou, un de ces appareils à pellicule qui faisait du bruit à chaque prise de vue. Il prétendait être photographe amateur et aimait immortaliser les moments spéciaux de la famille. Leur maison se trouvait rue Saint-Antoine, une grande maison d'angle avec un jardin à l'arrière et une chambre noire que Monsieur Henri utilisait pour développer ses photos. L'odeur de cette pièce était forte, pleine de produits chimiques, et j'avais peur d'y entrer. Les premiers jours, tout semblait normal. Madame Dubois m'a donné de nouveaux vêtements, m'a inscrite à l'école et m'a montré ma chambre. C'était une petite chambre, mais rien qu'à moi, avec un lit simple et une armoire en bois ancien. J'ai cru que j'avais enfin trouvé une vraie famille, mais dès les premières semaines, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Madame Dubois avait des manies très particulières. Elle insistait pour me donner un bain tous les jours, même si j'avais déjà 4 ans et savais me laver seule. Une petite fille doit toujours être propre, disait-elle en me frottant avec une force qui me faisait mal. Surtout toi, qui viens de la rue. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par « viens de la rue ». J'étais simplement une enfant qui avait perdu ses parents biologiques, comme beaucoup d'autres. Mais dans son esprit, j'étais différente. J'étais sale par nature. Les bains devenaient de plus en plus étranges. Elle passait énormément de temps à me laver, touchait des endroits qui me mettaient mal à l'aise et répétait sans cesse que c'était pour mon bien. Elle a commencé à me donner des bains avec de l'eau brûlante, affirmant que c'était pour éliminer toute la saleté. « Arrête de pleurer », disait-elle quand je me plaignais de la chaleur de l'eau. « Tu dois apprendre à être une petite fille propre et correcte. » Et Henri apparaissait toujours au moment du bain. Il prétendait venir aider, mais restait là, debout, avec son appareil photo autour du cou, me regardant d'une manière qui me terrifiait. Parfois, j'entendais le petit déclic de l'appareil, mais quand je regardais, il était occupé à manipuler autre chose. Avec le temps, les soi-disant « soins » de Madame Dubois ont empiré. Elle a commencé à m'examiner chaque soir avant de dormir, prétendant que c'était pour vérifier que j'étais en bonne santé. Elle touchait mon corps, me faisait prendre des positions inconfortables, toujours sous prétexte de soins maternels. Une mère doit s'occuper de sa fille, répétait-elle. Tu n'as jamais eu de mère, alors tu ne sais pas ce que c'est.
Mais je vais tout apprendre. Monsieur Henry était toujours dans les parages à ces moments-là. Parfois, il entrait dans ma chambre sous prétexte de chercher quelque chose. Mais je remarquais qu'il restait simplement à observer. L'appareil photo était toujours autour de son cou, se balançant à chacun de ses mouvements. Quand j'ai eu 6 ans, la situation a empiré considérablement. Madame Dubois a commencé à m'emmener dans sa chambre avec Henri, disant que j'allais apprendre à devenir une femme. Ce qui se passait dans cette chambre, je ne peux pas le raconter en détail, car le souvenir me fait encore trop mal. Elle me faisait subir des choses qu'aucune mère ne devrait jamais faire à sa fille, des choses qui me blessaient à l'intérieur comme à l'extérieur. Et Monsieur Henry était toujours là, toujours avec son appareil photo. J'ai remarqué qu'il ne se contentait plus de regarder. Il filmait. Je l'ai vu manipuler des boutons, ajuster l'appareil et viser dans notre direction. Le bruit du film qui tournait était faible, mais je l'entendais. « Reste tranquille », chuchotait Madame Dubois à mon oreille quand je pleurais. « C'est normal, toutes les petites filles passent par ça. Tu es spéciale. C'est pour ça qu'on t'a choisi. » Spéciale ? Ce mot résonnait dans ma tête. Étais-je spéciale parce que j'étais adoptée ou spéciale pour une autre raison que je ne comprenais pas encore ? Les nuits sont devenues mon plus grand cauchemar. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, chaque fois que la porte de ma chambre s'ouvrait, mon cœur s'emballait. Parfois, ils venaient ensemble, parfois c'était juste elle. Mais Monsieur Henry apparaissait toujours avec son appareil, enregistrant tout sans relâche. « Tu dois comprendre », disait Madame Dubois. « On fait ça parce que tu en as besoin. Tu n'es pas notre fille de sang. Alors, tu dois apprendre d'une autre manière. » C'est là que j'ai commencé à comprendre que mon adoption n'était pas née de l'amour. Il ne me voulait pas comme fille. Il me voulait pour autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement, mais que je savais être mal. À l'école, j'ai essayé d'en parler à une institutrice. Je me suis approchée d'elle après la classe et j'ai dit que ma mère me faisait du mal. Elle m'a regardée avec pitié et a dit « Ma fille, ta mère t'a adoptée par bonté. Tu devrais être reconnaissante. » Parfois, on croit que les parents sont durs, mais c'est parce qu'ils veulent notre bien. Personne ne me croyait, ou peut-être ne voulait-on pas croire. Madame Dubois et Monsieur Henry étaient respectés dans la ville. Ils fréquentaient l'église et avaient une vie sociale normale. Qui allait croire une petite fille adoptée contre un couple respectable ? À la maison, la situation ne faisait qu'empirer. Madame Dubois a commencé à me droguer légèrement avant les sévices, me donnant une tisane qu'elle disait être pour me calmer. Je restais à moitié endormie, à moitié éveillée, sans force pour réagir. Et Monsieur Henry profitait de ces moments pour filmer de plus près, prenant des angles qu'il n'avait jamais pu obtenir auparavant. « Elle est plus belle comme ça », ai-je entendu une fois qu'il disait à Madame Dubois. Plus naturelle, belle, naturelle. J'étais une enfant en train d'être maltraitée, et lui trouvait ça beau. Ces mots m'ont marqué à vie. Ils m'ont fait comprendre que pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un objet, quelque chose à utiliser et à enregistrer. À 8 ans, j'ai fait une découverte qui a tout changé. Je jouais dans le jardin quand le ballon est tombé près de la fenêtre de la chambre noire de Monsieur Henry. En regardant par une fente, je l'ai vu manipuler plusieurs rouleaux de pellicule, les rangeant dans une boîte spéciale. Il y en avait des dizaines, toutes numérotées avec des dates. Je reconnaissais certaines dates. C'étaient les jours des sévices les plus intenses. Monsieur Henry ne filmait pas juste pour son plaisir personnel. Il organisait, cataloguait, conservait tout comme si c'était une collection précieuse. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir quand ils sont venus dans ma chambre. J'ai entendu Madame Dubois dire « Elle grandit. Bientôt, elle va commencer à poser des questions plus difficiles. » « On a encore quelques années, » a répondu Monsieur Henry. « Et le matériel qu'on a déjà va durer longtemps. » Matériel. Il parlait de moi comme de matériel, comme si j'étais un produit qu'il fabriquait, documentait et gardait pour un usage futur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais fuir. Peu importe comment, peu importe où, mais je devais sortir de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. À 8 ans, j'ai commencé à planifier ma fuite, sachant que ce serait ma seule chance de survivre à cet enfer. La peur m'a envahi d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement la peur de ce qu'il me faisait, mais aussi de ce qu'il pourrait faire avec ses enregistrements. La peur que d'autres enfants subissent la même chose. La peur de ne jamais réussir à échapper à ce cauchemar. Chaque jour qui passait, chaque nuit où il venait dans ma chambre, je sentais une part de moi mourir. La petite fille que j'étais,
qui rêvait d'une vraie famille, se transformait en une enfant terrifiée et brisée, qui ne voulait que disparaître. Mais au fond de moi, une petite flamme résistait encore. Le désir de vivre, de retrouver la liberté, de trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. C'est cette flamme qui m'a donné la force pour ce que j'allais entreprendre ensuite. Pour prendre la décision la plus difficile qu'une enfant de 8 à 12 ans puisse jamais prendre. De 8 à 12 ans, ma vie est devenue un enfer sans fin. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de se réveiller chaque jour en sachant qu'on va souffrir. De savoir que personne ne viendra nous sauver. De sentir qu'on n'est qu'un jouet entre les mains de personnes malades. Après avoir découvert les enregistrements, tout est devenu encore plus lourd. Madame Dubois a remarqué que j'étais différente, plus résistante, et cela l'a mise en colère. Les sévices ont augmenté, devenant plus violents et plus fréquents. C'était comme si elle voulait me briser complètement, me transformer en une poupée sans volonté propre. « Tu deviens rebelle », disait-elle en me faisant mal. Une fille adoptée ne peut pas avoir sa propre volonté. Elle doit être reconnaissante de ce qu'elle reçoit. Monsieur Henri, de son côté, devenait encore plus audacieux avec les enregistrements. Il avait acheté du matériel nouveau, une caméra 16 mm qui faisait moins de bruit, des trépieds qu'il cachait un peu partout dans la maison, et même des lampes spéciales qu'il installait dans ma chambre sans que je comprenne pourquoi. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que tout cela servait à obtenir de meilleures images, plus nettes, plus professionnelles. Il faut que ça paraisse naturel, murmurait-il en ajustant les objectifs. Comme si c'était spontané. Spontané. Comme si un enfant en train d'être violenté pouvait être spontané. Mais dans son esprit malade, c'était de l'art, quelque chose de spécial qu'il était en train de créer. En 1962, quand j'avais 12 ans, les choses ont changé de façon terrifiante. Monsieur Henri a commencé à sortir fréquemment de la maison avec une petite valise. Il revenait toujours avec de l'argent, beaucoup d'argent, qu'il cachait dans une boîte dans leur armoire. Un jour, je les ai entendus parler ensemble. Les gens de Paris veulent plus de matériel, disait-il. Ils paient bien pour des enregistrements avec des fillettes nouvelles. Les gens de Paris. Ils vendaient mes enregistrements, ma souffrance, ma douleur. Mon enfance volée à d'autres personnes malades qui payaient pour voir des enfants se faire maltraiter. Il faut faire attention, répondait Madame Dubois. Si on découvre, c'est fini. Personne ne découvrira. La petite est adoptée. Elle n'a pas de vraie famille. Qui va s'inquiéter ? Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Pour eux, j'étais jetable. Une enfant sans famille, sans personne pour s'inquiéter, parfaite pour leur plan dégoûtant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement des sévices. C'était un commerce. Ils m'avaient adopté uniquement pour ça, pour me transformer en produit destiné à un réseau de personnes consommant ce type de matériel. J'étais devenue une marchandise, pas une enfant. À la maison, le matériel photographique et vidéo ne cessait de s'accumuler. Monsieur Henri avait installé un véritable studio improvisé au sous-sol, avec des caméras fixes, un éclairage professionnel et plusieurs décors. Il m'obligeait à rester là-bas pendant des heures, à enregistrer des scènes qu'il montait ensuite et vendait. « Tu dois avoir l'air d'apprécier », répétait-il sans cesse. « Si tu pleures trop, le film sera gâché. » Comment une fillette de 12 ans pouvait-elle prétendre aimer ce qu'on lui faisait subir ? Il me droguait de plus en plus avec des médicaments qui me laissaient confuse et désorientée. Parfois, je ne me souvenais même plus clairement de ce qui s'était passé. Je me réveillais seulement avec des blessures et une honte profonde. Madame Dubois était devenue encore plus cruelle. Elle avait commencé à me torturer psychologiquement, répétant que j'étais sale, qu'aucune vraie famille ne voudrait de moi, que je devais être reconnaissante d'avoir un toit et de la nourriture. « Tu sais ce qui arrive aux filles comme toi dans la rue ?» me disait-elle en me frappant. « Tu vas mourir de faim. On va t'utiliser encore pire. Ici, au moins, tu as une maison, de la nourriture et des vêtements. » À 12 ans, après 8 années de torture, je croyais vraiment qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour moi. Je pensais que c'était mon destin, ma punition pour être née sans parents. L'école était devenue mon seul refuge, mais même là, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes notes ont chuté. Je vivais dans un état constant de fatigue à cause des médicaments, et les autres enfants ont commencé à m'éviter. Je sentais toujours l'odeur des produits chimiques provenant du laboratoire photographique. J'avais des marques étranges sur le corps et mon comportement devenait de plus en plus apathique. Marguerite est très étrange, entendais-je parfois murmurer autour de moi. J'ai entendu une institutrice en parler à une collègue. Elle ressemble à une fillette traumatisée, disait-elle.
Mais personne ne cherchait à enquêter. Personne ne posait de questions. Madame Dubois jouissait d'un grand respect dans le quartier. Elle allait à l'église régulièrement et se montrait toujours comme une mère dévouée ayant adopté une petite fille en difficulté par pure charité. Pauvre Madame Dubois, commentaient les voisines. Elle a pris une enfant difficile à élever, ça doit lui demander beaucoup d'efforts. Difficile, à problème. On me voyait comme le problème, jamais comme la victime. Et cela me faisait sentir encore plus coupable, encore plus seule. Un jour, quelque chose est arrivé qui a accentué mon désespoir. Monsieur Henri a commencé à amener d'autres hommes à la maison. Des hommes plus âgés, bien habillés, qui arrivaient toujours la nuit avec des valises et du matériel. Ils ne se contentaient pas de filmer, ils participaient au sévice. « Elle est encore jeune », ai-je entendu l'un d'eux dire. « Ça va donner beaucoup de bon matériel. »« Elle est docile aussi », a répondu monsieur Henri. « Bien dressée. » Dressée, comme si j'étais un animal de cirque. Il parlait de moi comme si je n'étais pas là, comme si je n'avais pas d'existence, comme si je n'étais pas humaine. Les séances avec ces hommes étaient encore pires. Ils me faisaient du mal de façon que je ne peux même pas décrire ici. Monsieur Henri filmait tout avec plusieurs caméras, sous tous les angles possibles. Il faisait des commentaires techniques sur l'éclairage et le cadrage, comme s'il produisait un film normal. « Prends le gros plan de son visage qui pleure », entendais-je l'un dire à l'autre. « Ça se vend bien. Ça se vend bien. » Ma souffrance, mes larmes, mon désespoir étaient transformés en produits sur leur marché. Plus je souffrais, plus ils gagnaient d'argent. J'ai commencé à avoir des pensées sombres. Je pensais à me faire du mal, à en finir pour toujours, mais j'avais peur même de la mort. Au ciel, est-ce qu'il m'accepterait? Est-ce que Dieu pourrait pardonner à une fillette aussi sale que moi? C'est à ce moment que j'ai commencé à écouter plus attentivement leurs conversations. J'entendais des noms de villes, de personnes, des montants d'argent. J'ai compris qu'il existait un vaste réseau impliqué, et que ce qui m'arrivait arrivait aussi à d'autres enfants. Le matériel de Lyon se vend bien, ai-je entendu monsieur Henri dire au téléphone une nuit. Cette petite blonde rapporte une autre fillette, un autre enfant souffrant comme moi. Combien étions-nous? Combien de fausses familles existaient à travers le pays, adoptant des enfants pour ce but horrible? En 1964, j'avais 14 ans. Mon corps changeait, et cela rendait Madame Dubois encore plus agressive. « Tu commences à être abîmée », disait-elle. « Bientôt, tu ne serviras plus à ce dont nous avons besoin. » Une grande fille ne se vend pas autant, se plaignait-elle. Il faut qu'on profite tant que tu as encore l'air d'une enfant. La pression a augmenté. Les séances sont devenues plus fréquentes, plus intenses. Il voulait en profiter au maximum avant que je ne passe la limite. C'est alors qu'une idée m'est venue. S'il pensait que je devenais trop vieille, peut-être qu'il cesserait de me surveiller autant. Peut-être que j'aurais une chance de fuir. J'ai commencé à observer chaque détail avec attention. Les horaires, les routines, quand ils sortaient ensemble de la maison et gardaient les clés. J'ai fait semblant d'être encore plus soumise, plus obéissante, pour qu'ils baissent leur garde. Un jour, en fouillant la maison pendant qu'ils étaient sortis, j'ai trouvé une boîte dans leur armoire. Elle était pleine de lettres. Des correspondances avec des gens de diverses villes, organisant des montants, des dates, des types de matériel. J'ai vu mon nom dans plusieurs lettres, avec des descriptions de mon corps, de mon âge, comme si j'étais un catalogue vivant. Mais dans une de ces lettres, j'ai trouvé quelque chose de précieux. L'adresse de mon oncle Claude, frère de ma mère adoptive. Dans une vieille lettre, Madame Dubois se plaignait de lui à quelqu'un. Mon frère Claude continue à questionner comment on traite la petite. Il n'arrête pas de râler, disant qu'on est trop dur avec elle. Heureusement, il habitait loin, à Montpellier. Montpellier. Mon oncle vivait là-bas, à seulement 25 kilomètres. Et d'après le ton de la lettre, il s'inquiétait pour moi. Il trouvait que j'étais maltraitée. C'était peut-être ma seule chance de salut. J'ai gardé cette information comme un trésor. Mon oncle Claude s'inquiétait pour moi. Il y avait quelqu'un au monde qui savait ce qu'il faisait et qui trouvait ça mal. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une petite étincelle d'espoir. J'ai commencé à planifier ma fuite plus sérieusement. J'ai étudié les horaires des trains pour Montpellier. J'ai économisé chaque centime que je pouvais prendre en cachette. J'ai mémorisé l'adresse de mon oncle. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance. Si j'échouais, il me tuerait probablement. Le plan a commencé à prendre forme dans ma tête. C'était risqué, désespéré, mais c'était mon seul espoir de sortir vivante de cet enfer. À 14 ans,
Après 10 ans de torture, j'allais enfin tenter de récupérer ma liberté. La décision était prise. À la prochaine opportunité, quand ils baisseraient leur garde, je fuirais. Peu importe ce qui arriverait ensuite. N'importe quoi serait mieux que de continuer à être utilisé comme objet, comme marchandise, comme produit jetable dans un commerce dégoûtant. Mon enfance avait été volée, mon innocence détruite, mais ma volonté de vivre résistait encore. Et c'est cette volonté qui m'a donné le courage pour ce que j'allais faire ensuite. L'année 1965 a apporté une découverte qui a tout changé. Je venais d'avoir 15 ans quand j'ai trouvé la clé du laboratoire photographique de Henri. Il gardait toujours ce lieu fermé à clé. Mais ce jour-là, après une grosse beuverie, il avait oublié la clé sur la table de la cuisine. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai ouvert la porte. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement quelques enregistrements éparpillés. C'était une archive complète, organisée comme une bibliothèque de l'horreur. Des centaines de boîtes de pellicules empilées, chacune étiquetée avec des dates, des âges, des détails qui me donnaient la nausée. Marguerite 4 ans, première séance. Marguerite 8 ans, client spécial de Paris. Marguerite 12 ans, séance double avec visiteur. Chaque boîte représentait un morceau de mon enfance volée, ma dignité détruite. Mais le pire restait à venir. Sur une étagère séparée, il y avait des boîtes avec d'autres noms. Marie 6 ans, nouvelle acquisition. Pierre 9 ans, client préféré. Sophie 7 ans, première expérience. Ce n'était pas seulement moi. D'autres enfants, d'autres noms, d'autres vies brisées. J'ai compris que M. Henri et Mme Dubois faisaient partie d'un réseau beaucoup plus vaste, qui s'étendait dans toute la France. J'ai vu des livres de comptabilité, des cahiers avec des montants, des dates de livraison, des noms de clients. C'était un commerce prospère. Des chiffres qui m'ont glacé le sang, des milliers de francs par film. Des commandes spécifiques, parfois internationales. Client de Marseille demande une fillette aux cheveux bouclés. Payez 50% de plus si vierge. Exportation vers la Belgique. Préférence pour garçons entre 8 et 10 ans. J'ai lu ça, les jambes tremblantes. Combien d'enfants souffraient à cause de cette machine d'horreur ? Combien de fausses familles existaient, adoptant des enfants pour ce seul but ? Puis j'ai trouvé quelque chose qui mêlait espoir et désespoir. Dans un tiroir fermé à clé, que j'ai réussi à ouvrir avec un trombone, j'ai découvert un dossier sur mon adoption. Ma mère biologique ne m'avait pas abandonnée par manque de moyens. Elle avait été trompée. En lisant les lettres, j'ai compris que Madame Dubois s'était approchée de ma mère enceinte, offrant de l'aide, promettant une vie meilleure. Ma mère, naïve et désespérée, avait cru. Mais il y avait plus. La petite a le profil idéal, disait une lettre de Madame Dubois. Cheveux bouclés, grands yeux, peau claire. Ça va donner beaucoup de matériel de qualité. La mère biologique était trop jeune pour se douter de quoi que ce soit. Profil idéal. Ils m'avaient choisi comme on choisit un produit au marché. Ils avaient analysé mes caractéristiques physiques, ma vulnérabilité. Ils avaient calculé combien de profit je pourrais rapporter. Assise par terre dans ce laboratoire maudit, entourée de preuves d'une décennie d'horreur, quelque chose en moi a changé définitivement. Ce n'était plus juste de la peur ou de la colère. C'était une détermination froide, calculatrice. Ils m'avaient utilisé, vendu, torturé, mais ils n'allaient pas me détruire complètement. J'ai trouvé un petit appareil photo dans un tiroir. Je ne savais pas bien m'en servir, mais j'ai pris quelques photos. Des documents, des livres de comptabilité, des étiquettes de films. J'avais l'intuition que ça serait utile plus tard. Les jours suivants, j'ai observé chacun de leurs mouvements différemment. J'ai vu M. Henri trier les boîtes, préparer des livraisons, parler au téléphone en code que je comprenais maintenant. J'ai vu Madame Dubois compter l'argent, planifier des séances, renouveler le stock. Marguerite vieillit, ai-je entendu au téléphone. Il faut penser à un remplacement. Tu as des indications de foyer avec du matériel neuf ? Matériel neuf. Un autre enfant allait subir ce que j'avais vécu. Une autre vie allait être détruite pour alimenter cette machine dégoûtante. Et je ne pouvais pas le permettre. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas juste fuir. J'allais détruire ce commerce avant de partir. Je ferais payer pour tout ce qu'il m'avait fait et fait à d'autres enfants. J'ai planifié méticuleusement. Pendant des semaines, j'ai observé leur routine, mémorisé où ils gardaient les clés, étudié les horaires dans la rue. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance. Le plan était simple mais dangereux.
Un soir où ils sortiraient ensemble. Je mettrais du somnifère dans l'eau que Monsieur Henry buvait avant de dormir. Pendant qu'il dormirait, je détruirais tout le matériel, prendrais l'argent et fuirais à Montpellier, chez mon oncle Claude. J'avais obtenu le somnifère en volant petit à petit à la pharmacie où Madame Dubois achetait mes médicaments. J'avais fait semblant d'être malade plusieurs fois et caché les comprimés sous mes vêtements. En mai, l'opportunité est arrivée. Monsieur Henry a reçu un coup de téléphone urgent. Un client de Paris voulait un rendez-vous ce soir même. Il devait voyager et ne reviendrait que le lendemain matin. Tu restes tranquille ici, m'a dit Madame Dubois avant de sortir. On ferme la maison à clé. Si tu fuis, les voisins te verront et te ramèneront. Et là, ce sera pire pour toi. J'ai attendu qu'il parte. J'ai attendu que la voiture disparaisse. J'ai attendu d'être sûr qu'il ne reviendrait pas. Puis j'ai commencé mon plan. D'abord, le laboratoire. J'ai tout détruit méthodiquement. Boîte de pellicules, documents, matériel. Chaque film que je détruisais, c'était un enfant peut-être épargné d'une souffrance supplémentaire. J'ai mis la main sur une liste d'adresses appartenant à d'autres membres du réseau. Je les conservais précieusement. Peut-être qu'un jour, je pourrais dénoncer tous ceux impliqués. En parcourant les noms, j'ai reconnu des gens respectables, des politiciens, des entrepreneurs, et même certains membres du clergé. Ce réseau était bien plus vaste et influent que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai rassemblé tout l'argent que j'ai trouvé. Des milliers de francs, dissimulés dans différents recoins de la maison. Ce n'était pas du vol, c'était une restitution. Cet argent représentait ma douleur, mes larmes, mon enfance volée. Ensuite, je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer l'étape finale de mon plan. J'ai versé une bonne dose de somnifère dans la carafe d'eau qu'il buvait toujours avant de dormir. Je ne cherchais pas à le tuer. Je voulais seulement qu'il se réveille et découvre le chaos, qu'il comprenne le désespoir que j'avais ressenti tant de fois. Le somnifère n'était qu'une partie de ma stratégie. J'ai laissé une lettre sur la table détaillant tout ce qu'ils avaient fait. J'y mentionnais des clients, je décrivais le réseau. Même s'ils ne la lisaient pas, quelqu'un finirait par tomber dessus. Vers minuit, j'ai entendu la voiture arriver. Mon cœur battait à tout rompre, mais je suis restée calme. Je suis montée dans ma chambre, j'ai faim de dormir et j'ai attendu. Je les ai entendus entrer, parler du rendez-vous, se plaindre de la chaleur. Le bruit de l'eau, des chaises traînées, puis le silence. J'ai attendu encore 2 heures pour m'assurer que le somnifère avait fait effet. Je suis descendue doucement, ne posant les pieds que sur les planches qui ne faisaient pas de bruit. Ils étaient évanouis dans la cuisine. Elle la tête sur la table, lui affalée sur une chaise. J'ai pris la valise que j'avais préparée avec mes quelques vêtements et tout l'argent que j'avais rassemblé. J'ai également récupéré les photos que j'avais prises des documents et la liste d'adresses. Ces preuves pourraient m'aider un jour à faire éclater la vérité. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. Avec du rouge à lèvres, j'ai écrit sur le mur du salon. Vous allez payer pour tout. Je n'ai pas signé, mais il saurait. Je suis sortie de la maison à 4 heures du matin. La ville dormait encore. Seuls quelques travailleurs commençaient à s'animer dans les rues. J'ai marché jusqu'à la gare. J'ai acheté un billet pour Montpellier dans le premier train du matin. En attendant le départ, un mélange de peur et de soulagement m'a submergée. Peur, car je ne savais pas ce qui m'attendait, si mon oncle m'accueillerait, si on réussirait à me retrouver. Soulagement, car pour la première fois depuis 11 ans, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait me faire de mal. Le train est arrivé à 6 heures du matin. J'y suis montée en tremblant, pas seulement de froid, mais aussi d'anxiété. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Toulouse s'éloigner. Cette ville qui avait été mon enfer pendant tant d'années. Le trajet jusqu'à Montpellier a duré 4 heures, mais chaque minute m'a paru une éternité. À chaque arrêt, je redoutais de voir Henri ou Madame Dubois surgir, prêts à me ramener, mais ils ne sont jamais apparus. Quand je suis arrivée à Montpellier, je ne savais même pas par où commencer. Je n'avais qu'une vieille adresse et l'espoir que mon oncle y habite toujours, qu'il se soucie encore de moi. J'ai pris un taxi et donné l'adresse. Le chauffeur m'a regardé avec étonnement. Une adolescente seule, avec une valise, portant l'air de quelqu'un qui avait traversé l'horreur. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il. « Oui, maintenant ça ira », ai-je répondu. C'était la première fois depuis des années que j'avais l'impression que c'était peut-être vrai. Le taxi s'est arrêté devant une maison simple de classe moyenne, avec un petit jardin bien entretenu.
J'ai payé la course avec l'argent que j'avais pris, cet argent qui venait de ma souffrance et qui était techniquement à moi. J'ai frappé à la porte, le cœur battant à tout rompre. Une femme d'âge moyen m'a ouverte, me regardant avec surprise et curiosité. « Je suis Marguerite », ai-je dit simplement. La nièce de Claude. Il faut que je lui parle. Son expression a immédiatement changé. J'ai vu de la reconnaissance, de l'inquiétude, et un peu de soulagement. « Mon Dieu, petite », a-t-elle dit en me tirant à l'intérieur. « Claude s'inquiète pour toi depuis des années. Entre vite. » Quand mon oncle est apparu dans le salon, un homme d'environ 50 ans, aux yeux doux et à la barbe grisonnante, j'ai éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, mais de soulagement et d'espoir. Enfin, quelqu'un pouvait me voir comme une personne, pas comme un objet. « Marguerite », dit-il en me prenant dans ses bras. « Dieu merci, tu es là. » Je savais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Enfin, quelqu'un qui avait des soupçons, quelqu'un qui pourrait m'aider à reconstruire ma vie. Dans les bras de mon oncle ce matin de mai, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis plus de 10 ans, la sécurité. Ses bras étaient fermes mais doux. Pour la première fois depuis mes 4 ans, quelqu'un me touchait sans arrière-pensée, sans douleur ni peur. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Ta tante Dubois ne me laissait jamais vraiment te voir. Elle trouvait toujours des excuses. Quand j'arrivais enfin à te voir, tu ressemblais à une enfant hantée. Sa femme, Francine, m'a emmenée à la cuisine et a préparé un chocolat chaud. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la tasse. Ils se sont échangés un regard, comprenant que quelque chose de très grave m'était arrivé. « Ma fille », dit mon oncle en s'asseyant près de moi. « Tu n'as pas à raconter quoi que ce soit si tu ne veux pas, mais je veux que tu saches que tu es en sécurité ici. Quoi qu'il se soit passé, tu es en sécurité. » C'est alors que j'ai craqué. Toutes ces années de silence forcé, de secrets étouffés, de souffrances refoulées se sont soudainement échappées. J'ai tout raconté. Chaque sévice, chaque enregistrement, chaque nuit passée dans la terreur. Je voyais le visage de mon oncle Claude pâlir de plus en plus, tandis que des larmes montaient aux yeux de tante Francine. « Mon Dieu », murmura-t-elle en portant sa main à sa poitrine. « Comment 2 êtres pareils ont-ils pu tromper tout le monde ? » Parce qu'ils étaient rusés, ai-je répondu en serrant les dents. Ils savaient comment se montrer en société. Église, travail respectable, belle maison. Qui aurait pu soupçonner la vérité ? Oncle Claude était visiblement bouleversé. Il marchait nerveusement dans la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux et marmonnant des jurons entre ses dents. « J'aurais dû insister davantage, » disait-il. « J'aurais dû forcer cette maison, même si ta tante se fâchait. Combien de fois ai-je senti que quelque chose n'allait pas ? Ce n'était pas ta faute, oncle, ai-je dit, et je le pensais. Ils étaient extrêmement prudents. Ils savaient comment tout dissimuler. J'ai sorti les photos que j'avais prises des documents, les listes de noms que j'avais pu copier. Oncle Claude a tout examiné avec une attention croissante. « Marguerite, c'est très sérieux, » dit-il. Cette liste contient des noms de gens influents, de personnes puissantes. Si tu dénonces tout ça, ce sera dangereux. Mais d'autres enfants souffrent, ai-je répondu. J'avais vu des noms d'autres enfants, d'autres lieux. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas savoir. Tante Francine a pris ma main. D'abord, il faut que tu guérisses, ma fille. Ensuite, nous réfléchirons à ce que nous pouvons faire avec tout ça. Les premiers jours à Montpellier furent difficiles. Je dormais à peine, me réveillant en pleine nuit, en sueur froide, croyant entendre la voix de Monsieur Henri dans le couloir. Tante Francine venait toujours dans ma chambre, me calmant, restant à mes côtés jusqu'à ce que je parvienne à me rendormir. « C'est normal, » disait-elle. « Ton corps a besoin de temps pour comprendre qu'il est enfin en sécurité. Mais ça va passer, ma fille. Avec le temps et de l'affection, ça va passer. » Oncle Claude travaillait dans une petite imprimerie en ville. Il a réussi à me trouver un travail à mi-temps, classant des papiers et effectuant des tâches simples. C'était bien de pouvoir occuper mon esprit et de me sentir utile de manière saine. Une semaine après mon arrivée, oncle Claude rentra du travail avec une expression préoccupée. « Marguerite, j'ai reçu un appel aujourd'hui, » dit-il. C'était ta tante Dubois. Elle avait appelé, disant que tu avais fugué de la maison, qu'elle était extrêmement inquiète et qu'elle voulait venir te récupérer. Mon sang se glaça. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda-t-il. J'ai dit que j'allais bien et que j'allais rester ici un moment. Elle est devenue furieuse, menaçant de venir te chercher de force. Elle a affirmé avoir des droits légaux sur toi.
Des droits légaux, comme si j'étais une possession, un objet qu'on pouvait réclamer. Elle ne peut pas me ramener ici, demandai-je, la panique montant en moi. Légalement, elle peut essayer, admit mon oncle Claude. Mais je ne laisserai pas faire. Si elle se présente ici, je raconterai à tout le monde ce que tu m'as confié. Je crierai sur tous les toits de la ville, s'il le faut. Les jours suivants, j'ai vécu dans une peur constante. Chaque voiture qui s'arrêtait dans la rue, chaque coup à la porte me faisait sursauter. Mais les semaines passèrent sans incident. Oncle Claude supposait qu'il craignait de provoquer un scandale, surtout après que tu aies disparu la même nuit que le laboratoire a été détruit. Il savait que tu détenais des informations dangereuses. Peu à peu, j'ai commencé à m'habituer à une vie normale. Tante Francine m'a appris à cuisiner, à coudre, des gestes simples que je n'avais jamais eu l'occasion d'apprendre. Je me sentais comme une enfant découvrant le monde pour la première fois. Tu dois étudier, disait-elle. Une fille intelligente comme toi ne peut pas rester sans éducation. Ils m'inscrivirent dans une école du soir pour jeunes travailleurs. Au début, c'était difficile. J'avais du retard dans de nombreuses matières et ma concentration restait fragilisée par mes traumatismes. Mais petit à petit, je commençais à retrouver mes repères et à me rétablir. En 1966, un an après ma fuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Oncle Claude rentra à la maison avec un journal de Toulouse à la main. Son expression était grave. « Marguerite, tu dois voir ça. » Il me montra le journal, pointant le titre. « Couple arrêté dans une opération contre l'exploitation infantile. » Mon cœur battait à tout rompre en parcourant l'article. Monsieur Henri et Madame Dubois avaient été appréhendés par la police judiciaire. Du matériel avait été retrouvé chez eux. D'autres complices avaient été identifiés. Tout un réseau était en train d'être démantelé. Comment ont-ils découvert tout ça, demandai-je, la voix tremblante. Il est indiqué ici qu'une dénonciation anonyme a déclenché l'enquête, expliqua-t-il. Quelqu'un a envoyé des photos de documents, des listes de noms. La police enquêtait depuis des mois. Les photos que j'avais prises, les listes que j'avais copiées, même sans le savoir, avaient contribué à faire tomber ces monstres. Ils demandent aux victimes de se présenter pour témoigner, aider dans le procès, continua mon oncle Claude. Un mélange de soulagement et de terreur m'envahit. Soulagement, car enfin ils allaient payer pour leurs crimes. Terreur, parce que cela signifiait revivre tout, raconter à des inconnus, affronter leur visage une fois de plus. Tu n'es pas obligé, dit tante Francine en voyant mon hésitation. Tu as déjà fait ta part en t'échappant et en donnant les informations. Mais je savais que je devais y aller. Pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants qui souffraient encore, pour ceux qui pourraient souffrir à l'avenir. En juillet 1966, je retournai à Toulouse pour la première fois depuis ma fuite. J'étais accompagnée de mon oncle Claude et d'un avocat engagé pour me représenter. Le tribunal était bondé de journalistes, de curieux, et d'autres victimes. Voir Monsieur Henri et Madame Dubois menottés au banc des accusés me saisit. Ils paraissaient plus petits, fragiles, dépourvus de l'aura de pouvoir qu'ils exerçaient sur moi autrefois. Madame Dubois me lança un regard plein de haine à mon entrée, mais je n'éprouvais plus de peur. Je ne ressentais que de la pitié. Pitié pour deux êtres si vides qu'ils avaient besoin de briser des enfants pour se sentir puissants. Mon témoignage dura des heures. Je décrivis chaque détail, chaque horreur, au point de faire sangloter le juge et de pousser certains journalistes hors de la salle. Quand on me demanda si je leur pardonnais, je répondis « Je ne pardonne pas, mais je ne crains plus rien non plus. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. » Monsieur Henri fut condamné à 25 ans de prison. Madame Dubois reçut 20 ans. D'autres membres du réseau furent également jugés et condamnés. La justice avait été rendue, au moins partiellement. Pendant le procès, je rencontrai d'autres victimes. Des enfants qui avaient enduré des horreurs semblables, des familles détruites, des vies marquées à jamais. Mais je vis aussi de la force, de la résilience, des êtres qui refusaient de se laisser définir par ce qu'ils avaient subi. On a survécu, me dit une fillette de 12 ans. C'est déjà une victoire. De retour à Montpellier, je me sentais différente, plus légère, plus entière. Le cauchemar était officiellement terminé. Je pouvais enfin commencer à vivre vraiment. J'ai terminé le lycée en 1968, à 18 ans. Je rêvais de poursuivre mes études à l'université, mais nous n'avions pas d'argent. Oncle Claude avait consacré toutes ses économies pour moi, pour les avocats, pour mes soins médicaux liés aux séquelles des sévices. « Ne t'inquiète pas », me disait-il. L'éducation, on peut l'obtenir autrement. Je commençai à travailler à plein temps dans l'imprimerie,
Apprenant le métier, découvrant un talent pour le design et la mise en page. C'était un travail qui m'apportait du plaisir, une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. En 1969, je rencontrai Philippe, un jeune homme de 21 ans travaillant comme comptable en ville. Il était doux, patient et respectueux. Notre rapprochement fut progressif. J'avais encore du mal avec l'intimité et la confiance. « Ne te presse pas », me conseilla tante Francine. « Il saura attendre et comprendre. » Philippe comprit. Quand je lui racontai enfin mon histoire, il ne me regarda ni avec pitié ni avec dégoût. Il me regarda avec admiration. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », me dit-il. « Je t'aime telle que tu es. » Nous nous mariâmes en 1971 dans une cérémonie simple mais remplie d'amour. Oncle Claude m'accompagnait jusqu'à l'autel, les yeux humides, murmurant « Ta mère biologique serait fière de la femme que tu es devenue. » Ma mère biologique, je n'ai jamais cessé de penser à elle. Je me demandais si elle était encore en vie, si elle pensait à moi. Un jour, peut-être, j'essaierai de la retrouver. Pour l'instant, mon attention était tournée vers l'avenir que je construisais. Philippe et moi avons eu 3 enfants, Claire en 1972, Paul en 1974 et Julie en 1978. Chaque grossesse fut une guérison, une preuve que mon corps pouvait créer la vie, et non seulement être utilisé pour la destruction. Avec mes enfants, j'ai été la mère que je n'avais jamais eue. Protectrice sans étouffer, aimante tout en étant ferme. Ils ont grandi en sachant qu'ils étaient aimés sans condition, qu'ils pouvaient toujours compter sur moi. Quand Claire atteignit l'âge que j'avais eu en découvrant les enregistrements, un pincement me traversa le cœur. Je l'observais jouer dans le jardin, si innocente, si à l'abri, et je remerciais le ciel d'avoir rompu le cycle des abus. Personne ne leur ferait jamais de mal. Je leur promis, maman sera toujours là pour vous protéger. Et j'ai tenu cette promesse. Je leur ai enseigné le consentement, le respect des limites, la différence entre une caresse et un acte de violence. J'ai construit autour d'eux un cercle de protection inviolable. Oncle Claude et tante Francine furent des grands-parents extraordinaires. Ils m'avaient sauvée, offert son amour quand j'en avais le plus besoin. Ils m'avaient appris que la famille ne se limite pas au sang, mais se choisit, se cultive, se vit dans l'amour inconditionnel. Des années plus tard, j'appris qu'Henri était mort en prison, tué lors d'une bagarre avec d'autres détenus. Madame Dubois sortit en 1985, malade et brisée. Elle tenta de me retrouver une fois, mais je refusai de la voir. Elle mourut seule en 1990. Je ne ressentis aucune joie à ces nouvelles. Rien. Il n'avait plus aucune importance dans ma vie. Des fantômes d'un passé que j'avais surmonté. Aujourd'hui, à 75 ans, j'ai 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. J'ai bâti une vie pleine, riche en amour et en projets. J'ai travaillé à l'imprimerie pendant 30 ans, devenant associé et participant à la modernisation de l'entreprise. Philippe est décédé en 2010, mais nous avons partagé 39 années merveilleuses. Il m'a appris que le véritable amour se nourrit de patience, de compréhension et de respect. Il a contribué à guérir des blessures que je croyais incurables. En regardant en arrière, je réalise que mon histoire n'est pas seulement celle de la survie, mais de la transformation. J'ai pris ma douleur la plus profonde et l'ai convertie en force pour protéger les autres, en amour pour mes enfants, en sagesse pour guider ceux qui en ont besoin. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, merci de m'avoir écouté avec le cœur ouvert. Je sais combien il est difficile d'entendre ce genre de récit, mais il est essentiel qu'il soit raconté. La vraie reconstruction de ma vie commença à la naissance de mes enfants. Avant cela, j'avais survécu, j'avais adapté mes routines pour rester en sécurité. Mais c'est seulement en tenant Claire dans mes bras pour la première fois, en 1973, que j'ai compris le vrai sens du mot renaissance. J'ai contemplé ce petit visage parfait, ses yeux emplis de confiance absolue, et une promesse résonna au plus profond de moi. Tu ne vivras jamais ce que maman a traversé. Jamais. Mais avec cette promesse est venue une responsabilité immense. Comment élever des enfants équilibrés quand on a soi-même été brisé si tôt? Comment enseigner l'amour quand on a appris la peur? Comment parler de confiance quand sa propre enfance a été trahie? Les premiers mois après la naissance de Claire furent un tourbillon de crises de panique. Je voyais du danger là où il n'y en avait pas. Je me méfiais de chaque adulte qui approchait d'elle. Philippe me surprenait parfois en pleine nuit, les larmes aux yeux, vérifiant qu'elle respirait encore. « Marguerite, tu as besoin d'aide », me disait-il avec douceur. « Tu ne peux pas tout porter seule.
C'est à ce moment que j'ai commencé une thérapie avec le docteur Moreau, un psychiatre de Montpellier spécialisé dans les traumatismes. Au début, je résistais. Je pensais que parler du passé ne ferait que rouvrir mes blessures. Le passé est passé, répétais-je. Pourquoi remuer tout ça? Il me répondait patiemment, parce que ce n'est pas complètement passé. Tout est là-dedans, influençant ta vision du monde, tes relations, la manière dont tu élèves tes enfants. Il me fallut 2 ans pour comprendre qu'il avait raison. 2 ans où ma peur contaminait l'éducation de Claire. 2 ans où ma méfiance pesait sur mon mariage. 2 ans où mon passé volait mon présent. La thérapie fut douloureuse mais libératrice. J'ai appris que porter un traumatisme ne signifie pas rester victime pour toujours. Cela signifie avoir des cicatrices qui racontent une histoire de survie, pas d'échec. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait, répétait le docteur Moreau. Tu es ce que tu choisis de devenir ensuite. Et j'ai choisi de vivre. J'ai choisi d'aimer. J'ai choisi d'être mère, épouse, professionnelle. J'ai choisi de transformer la douleur en mission. Quand Paul naquit en 1975, j'étais déjà une mère différente. Toujours protectrice, mais plus confiante. Toujours prudente, mais sans étouffer. J'avais appris à distinguer les peurs légitimes de celles issues du traumatisme. Avec Julie, en 1978, je me sentis enfin complète comme mère. Je pouvais jouer avec elle sans anxiété. Je pouvais la laisser avec d'autres adultes sans panique. J'enseignais la sécurité sans transmettre la terreur. Maman, pourquoi tu parles toujours de ne laisser personne toucher les parties intimes? Claire m'avait posé la question à 6 ans. Je pris une profonde inspiration. C'était la question que je savais venir, mais je cherchais encore les mots justes. Parce que notre corps nous appartient, lui expliquai-je. C'est nous qui décidons qui peut toucher. Si quelqu'un essaie de toucher là où il ne faut pas, tu cries, tu cours et tu me racontes ou à papa, même si c'est quelqu'un que tu connais. Surtout si c'est quelqu'un que tu connais. J'ai enseigné à mes enfants le consentement dès leur plus jeune âge. J'ai expliqué qu'il n'existait pas de secrets spéciaux entre adultes et enfants. Ils pouvaient toujours tout me dire sans craindre punition ou dispute. Au travail, à l'imprimerie, je devins un repère pour les employés confrontés à des situations difficiles. Je ne racontais pas toute mon histoire, mais j'offrais une oreille attentive, des conseils, un soutien. Madame Marguerite a une façon particulière de comprendre la douleur des gens, commentaient les filles. En 1985, alors que Julie avait 7 ans, un événement transforma ma vie. Une assistante sociale de Toulouse me contacta, demandant mon aide pour des cas d'abus infantiles. Nous connaissons votre histoire à travers les dossiers du procès, m'expliqua-t-elle. Nous avions besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment, quelqu'un capable d'aider d'autres enfants. Mon premier réflexe fut de refuser. Pourquoi rouvrir des blessures déjà cicatrisées? Mais alors, j'ai pensé aux enfants qui souffraient là, à ce moment précis, de la même manière que moi autrefois. J'ai commencé doucement, visitant des foyers d'accueil, parlant avec des enfants retirés de situations abusives. Voir leurs petits yeux apeurés, cette méfiance que je connaissais si bien, a réveillé quelque chose en moi. Je sais ce que tu as traversé, disais-je à chaque enfant. Je sais que ça semble insurmontable, mais ça ira. Je suis la preuve que ça peut aller. Certains m'écoutaient en silence. D'autres pleuraient. Et quelques-uns souriaient même, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Chaque sourire arraché était une victoire silencieuse contre le mal qui avait tenté de me détruire. En 1987, j'ai fondé avec 3 autres personnes l'Institut Renaissance, une ONG dédiée à soutenir les enfants victimes d'abus sexuels. Nous avons d'abord utilisé ma maison comme siège, avant de recevoir des donations pour louer un espace adapté. Pourquoi Renaissance? M'a demandé un journaliste lors de l'inauguration. Parce que c'est ce que nous faisons, ai-je répondu. On meurt en tant que victime et on renaît en tant que survivant. Travailler à l'Institut m'a donné un but que je n'avais jamais ressenti auparavant. Chaque enfant que nous aidions représentait une vengeance silencieuse contre Monsieur Henri et Madame Dubois. Ils avaient tenté de me détruire, et moi, je sauvais d'autres vies. Nous avons développé nos propres méthodes, formé des professionnels, créé des protocoles de prise en charge. En 5 ans, plus de 200 enfants et leurs familles avaient bénéficié de notre aide. Tu es devenu une référence nationale, m'a dit fièrement oncle Claude en me montrant un article sur notre travail dans un magazine parisien. Moi qui, à 15 ans, me croyais la créature la plus inutile du monde, j'étais maintenant invitée à donner des conférences, des consultations, des formations.
La fillette qui se pensait sans valeur aidait désormais à façonner des politiques publiques de protection de l'enfance. En 1990, à 40 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai étudié la psychologie, comprenant enfin, de manière scientifique, ce que j'avais vécu dans la pratique. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, disais-je à mes enfants déjà adolescents. Maman va le prouver. Étudier fut un défi immense. Concilier famille, travail à l'imprimerie, responsabilité à l'institut et études exigeaient une discipline rigoureuse. Mais chaque nouvelle connaissance devenait un outil supplémentaire pour aider d'autres personnes. Pendant mon cursus, j'ai écrit un mémoire sur la résilience chez les victimes d'abus sexuels infantiles. J'ai utilisé ma propre histoire comme étude de cas, analysant les facteurs qui m'avaient permis de me reconstruire. Votre recherche peut aider des milliers de personnes, m'a dit ma directrice de mémoire. Avez-vous pensé à publier un livre ? L'idée me terrorisait. Exposer mon histoire complète au monde entier. Mais j'ai pensé à combien de vies pourraient en bénéficier, combien pourraient retrouver l'espoir. En 1995, j'ai publié Renaître des cendres, un récit de survie et de dépassement de soi. Le livre est rapidement devenu une référence dans son domaine, utilisé dans les universités et les formations professionnelles. Les conférences se sont multipliées. Je voyageais à travers toute la France, partageant mon histoire, enseignant la résilience, montrant qu'il est possible de surmonter même les traumatismes les plus profonds. Comment avez-vous réussi à pardonner ? Me demandait-on souvent. Je répondais que je n'avais pas pardonné pour eux, mais pour moi. Le pardon ne concerne pas l'agresseur, il concerne la victime qui reprend sa paix intérieure. En 2000, pour mes 50 ans, j'ai fait un bilan de ma vie. 3 enfants diplômés, des petits-enfants arrivant peu à peu, un mariage solide de presque 30 ans, une carrière épanouissante, un institut ayant déjà soutenu plus de 1000 enfants. Regarde ce que Dieu a fait de ta vie, m'a dit tante Francine, déjà âgée. Il a pris cette petite fille blessée et l'a transformée en guerrière. Le mot m'a profondément touchée. Moi qui, pendant tant d'années, me voyais uniquement comme une victime, j'étais maintenant reconnue comme une guerrière. Au début des années 2000, mes petits-enfants ont commencé à arriver. Les voir jouer dans mon jardin, protégés, aimés et libres, était la preuve que le cycle avait été brisé. « Mamie, raconte une histoire », me demandait-il. Je leur contais des histoires de princesses courageuses, de petites filles affrontant des dragons et triomphant, d'enfants trouvant des familles aimantes. Ces récits étaient en réalité des versions fantaisistes de mon propre parcours. En 2005, j'ai reçu le titre de citoyenne d'honneur pour mes services rendus à la protection de l'enfance. Lors du discours, j'ai regardé l'auditorium plein et dit « Il y a 40 ans, j'étais une fillette brisée qui ne croyait pas mériter de vivre. Aujourd'hui, je suis ici, mère, grand-mère, professionnelle, citoyenne. Si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. N'abandonnez jamais vous-même. » L'auditorium s'est levé, applaudissant 5 longues minutes. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais c'étaient des larmes de gratitude, non de douleur. Philippe est décédé en 2010, après 39 ans de mariage. Ce fut difficile, mais je n'étais plus la fillette fragile qui dépendait totalement des autres pour se sentir en sécurité. J'étais devenue une femme entière et complète. Dans ces derniers jours, il me chuchotait « Tu vas bien t'en sortir. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Et je m'en suis bien sortie. J'ai continué mon travail à l'Institut. J'ai poursuivi les conférences. J'ai accueilli avec joie les nouveaux petits-enfants. Les années ont passé, apportant plus de bonheur que de tristesse. J'ai vu mes enfants obtenir leur diplôme, se marier et me donner de merveilleux petits-enfants. Claire est devenue institutrice. Paul, ingénieur. Julie, psychologue, inspirée par mon parcours de guérison. Maman, tu as sauvé toute notre famille, m'a dit Julie le jour de sa remise de diplôme. Tu as brisé un cycle qui aurait pu se répéter pendant des générations. En 2015, j'ai pris ma retraite officielle de l'Institut, mais j'ai continué comme consultante bénévole. Je voulais plus de temps pour mes petits-enfants, pour voyager, pour enfin souffler un peu. C'est ma petite fille aînée, Émilie, qui m'a parlé pour la première fois d'Internet. Elle avait 14 ans, collée à son portable, regardant des vidéos de personnes racontant leurs histoires. « Mamie Mag, tu devrais raconter ton histoire sur une chaîne comme ça », m'a-t-elle dit un jour. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce que tu as vécu, comment tu as surmonté tout ça. Au début, j'ai trouvé ça fou. Moi, une dame de 74 ans, parler à une caméra ?
Mais Émilie a insisté. Elle m'a montré comment d'autres femmes de mon âge utilisaient ces plateformes pour partager leurs expériences. Regarde, mamie, il y a une chaîne qui réunit des histoires de grand-mères de toute la France. Chacune raconte sa vie, ses défis, ses réussites. Tu serais parfaite là-bas. Elle m'a montré quelques vidéos et j'ai été impressionnée. Des histoires vraies, touchantes, de femmes ayant traversé des difficultés et réussi à se reconstruire. Certaines racontaient la pauvreté, d'autres la violence domestique, d'autres encore la perte familiale. Peut-être que c'était une manière d'aider encore plus de personnes, me suis-je dit. J'ai mis 1 an à me décider. J'ai parlé avec mes enfants, qui m'ont totalement soutenue. J'ai parlé avec ma psychologue actuelle, qui a trouvé l'idée excellente pour mon processus de guérison. Raconter votre histoire publiquement peut être la fermeture dont vous avez besoin, m'a-t-elle dit. C'est une façon de transformer définitivement votre douleur en espoir pour les autres. Alors, à 74 ans, me voici, nerveuse comme jamais mais déterminée à partager mon voyage avec vous qui me regardez. Mes chers, avant de continuer, je veux vous rappeler notre tirage au sort de 250 €. Nous avons déjà dépassé les 65 000 abonnés. Quelle joie immense! Pour participer, il faut être abonné à la chaîne Mémoire de grand-mère, activer la clochette, aimer cette vidéo et écrire un commentaire sur votre vie. Cela peut être combien d'enfants vous avez, d'où vous regardez, ou n'importe quoi venant du cœur. Le tirage aura lieu à la fin du mois. Aujourd'hui, en regardant tout ce que j'ai traversé, je peux dire avec certitude, nous sommes beaucoup plus forts que nous l'imaginons. À l'intérieur de chacun de nous existe une force que nous ne soupçonnons même pas, mais qui se révèle quand nous en avons le plus besoin. J'ai appris que le traumatisme n'est pas une condamnation pour nos rêves. C'est un obstacle immense, effrayant, mais surmontable avec de l'aide, du temps et de la détermination. Chaque blessure peut devenir une source de guérison pour les autres. J'ai compris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est qui choisit de t'aimer, de te protéger, de te soutenir. Oncle Claude et tante Francine m'ont sauvé en étant une vraie famille quand j'en avais le plus besoin. J'ai appris que notre plus grande vengeance contre ceux qui nous blessent, c'est de vivre pleinement, d'être heureux, de réaliser nos rêves. Chaque jour de joie authentique est une victoire contre le mal qui a essayé de nous détruire. Si vous traversez un moment difficile, quel qu'il soit, sachez que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. La fillette de 15 ans qui a fui cette nuit-là est aujourd'hui arrière-grand-mère de 3 petits anges, mentor de centaines de personnes, auteur de livres et conférencière reconnue. Mais ma plus grande fierté est simple, j'ai brisé le cycle. Les enfants de ma famille grandissent aimés, protégés, libres. Le mal a essayé de me détruire à 4 ans, mais j'ai renaissé à 15, et je continue à renaître chaque jour. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Mais je dis que c'est possible. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Cherchez de l'aide quand vous en avez besoin. Ayez de la patience avec vous-même. Utilisez votre douleur comme combustible, pas comme excuse. Et surtout, n'abandonnez jamais vous-même. La vie est un cadeau trop précieux pour être gaspillé à cause de ceux qui nous ont blessés. Vivons, aimons, soyons heureux. C'est notre meilleure vengeance, montrer que nous sommes imbattables quand nous décidons de renaître. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Chacun de vous qui est arrivé à la fin de cette histoire porte un petit morceau de ma guérison. Vous faites partie de mon miracle d'être ici, entière, racontant tout ça. Abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Laissez votre like. Commentez votre histoire. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons montrer au monde qu'aucun traumatisme n'est plus grand que notre capacité à renaître. Un bisou au cœur de chacun, et à la prochaine vidéo. Cette mamie ici a encore beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'espoir à partager.